Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de Reflet Consulting. Je suis Jeanne Sissoko-Zézé, directrice générale de Reflet Consulting, qui est une entreprise spécialisée en branding, en développement d'images de marque, donc pour les entreprises et les individus. Et dans le cadre de l'accompagnement pour les entreprises, nous les aidons à deux niveaux. D'abord, à définir et mettre en œuvre une stratégie de positionnement pour se connecter à leur cible et se différencier des concurrents. Et un deuxième niveau, à mettre en place une stratégie d'expérience client pour assurer donc la satisfaction et la fidélisation de leurs clients. Et sachant que l'expérience client est assez méconnue dans notre zone géographique, nous avons initié depuis quelques mois une série de webinaires donc pour permettre aux différentes entreprises de mieux cerner les enjeux de l'expérience client et de comprendre les spécificités afin d'en comprendre l'importance et de voir déjà à leur niveau comment est-ce qu'ils peuvent se faire accompagner pour mettre en place ces différentes stratégies. Donc, nous avons eu un premier webinaire qui avait porté sur les enjeux de l'expérience client. Donc, il s'agissait donc de partager toutes les informations concernant le management et la mise en œuvre d'une stratégie d'expérience client. Donc, savoir quelles sont les différentes clés, les différents facteurs clés donc, de succès d'une stratégie fondée sur l'expérience client. Et nous sommes ensuite passés à un deuxième webinaire qui était sur la thématique « La satisfaction client ne suffit plus, viser l'expérience client ». Et là, il s'agissait de montrer véritablement la différence entre la qualité de service et la satisfaction client, parce que là, on va à un niveau supérieur. Et on a mis également l'accent sur les deux leviers de l'expérience client, donc qui sont la réalité d'expérience, donc le factuel, et le ressenti qui est l'émotionnel. Et aujourd'hui, nous nous rencontrons là aujourd'hui pour parler donc d'une thématique qui est très importante dans la mise en œuvre d'une stratégie d'expérience client, donc qui est le parcours client et le parcours collaborateur. Pourquoi? Parce que le ressenti d'un consommateur s'établit à tous les points de contact qu'il établit avec la marque, depuis la prise de connaissance de l'existence donc du produit ou du service, de l'achat de ce produit ou service, de tout ce qui est accompagnement et service après-vente. Donc, le ressenti à tous ces points de contact vont définir la qualité de l'expérience que le client donc va vivre avec la marque. Et derrière tous ces points de contact, qu'est-ce qu'on a? On a les collaborateurs de l'entreprise. Donc, finalement, ce sont eux qui vont contribuer à faire vivre au client l'expérience positive et mémorable qui va le fidéliser et qui va en faire finalement un ambassadeur de notre marque. Donc, ce webinaire aujourd'hui a pour objectif de comprendre quel est le lien entre le parcours client et le parcours collaborateur, comprendre les spécificités de chacun de ces parcours et surtout vous permettre de savoir comment optimiser ce duo parcours client, parcours collaborateur pour pouvoir assurer donc la satisfaction et la fidélisation de vos clients. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir donc une nouvelle fois aujourd'hui Monsieur Thomas Sylvie, donc qui est formateur et expert en expérience client. Donc, Monsieur Sylvie accompagne les entreprises donc dans le design, dans la production et dans le suivi de leur expérience client. Et il travaille avec diverses entreprises et principalement dans le domaine de l'hôtellerie, qui est son domaine de prédilection, si je peux dire ainsi. Il a travaillé avec différents groupes hôteliers, tels que Accor, Olay, Thalasso, Paris Inn, Occitania, etc. Donc aujourd'hui, Thomas va nous faire voyager donc à travers le parcours client, à travers le parcours collaborateur. Donc nous avons des participants via Zoom et ce webinaire est également retransmis en direct
sur notre page Facebook, donc la page Facebook de Reflet Consulting. Donc, pour toutes les questions que vous avez, donc vous les poserez déjà dans l'onglet conversation pour tous ceux qui sont sur Zoom et en commentaire donc du direct sur Facebook, et nous aurons le plaisir d'y répondre à la fin de ce webinaire qui durera à peu près 1 heure pour la présentation de notre animateur, et on aura à peu près une demi-heure de réponses aux questions. Donc Thomas, c'est avec plaisir que je te passe le micro pour que tu puisses nous entretenir sur cette très belle thématique. Merci Jeanne, merci beaucoup pour ton invitation sur ce sur ce 3e webinaire, hein. Donc moi j'ai le plaisir d'animer ce second webinaire et d'être parmi vous à Babi, virtuellement en tout cas, et c'est un vrai bonheur à nouveau d'être là. Donc effectivement, on a une thématique qui est très intéressante, hein, parcours client, parcours collaborateur. Aujourd'hui, je vais vous proposer de mettre les mains dans le cambouis et d'aller un petit peu travailler la mécanique de l'expérience client, et on a prévu un joli programme pour vous aujourd'hui que je vais vous présenter. Et donc notre parcours aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on construit un parcours client. Puis nous allons aller un peu plus en profondeur et voir qu'est-ce que c'est qu'un moment clé, qu'est-ce que c'est qu'un rituel, qu'est-ce que c'est qu'un indice, qu'est-ce que c'est qu'une surprise, voilà, qui est vraiment du jargon technique. On fera ensuite un passage au niveau du parcours collaborateur, parce qu'effectivement, comme disait Jeanne, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, si vous travaillez votre parcours client, je vous invite fortement à travailler votre parcours collaborateur, c'est primordial. Et ensuite, eh bien, on fera appel à toute notre matière grise, et ensemble, je vous proposerai de travailler à la fois sur un parcours client pour un univers bancaire et un parcours client pour un hôtel. Voilà, le webinaire dernier, on vous avait proposé de revenir vers nous avec des thématiques de parcours client que vous souhaiteriez travailler. Et on a eu des demandes sur un univers bancaire et sur un univers hôtelier. Donc, on s'est dit qu'on allait faire du pratico-pratique et tester en direct live avec vous, mesdames et messieurs, les outils pour travailler un parcours client. Voilà. Et puis, effectivement, comme disait Jeanne, on aura un temps d'échange à la fin de ce webinaire. Allez, sans plus tarder, on va regarder comment est-ce qu'on co-construit son parcours client. Alors, je mets co-construire parce que vous allez voir que ça a son importance, c'est-à-dire que ce n'est pas de la construction, mais c'est de la co-construction, c'est-à-dire que c'est un parcours client qu'on va faire avec le client, donc avec ses avis et ses retours, et puis aussi avec les collaborateurs qui sont en contact et qui sont en première ligne avec le client et qui vont avoir le savoir de la réalité, le savoir de ce qui se passe réellement. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de co-construction. Alors, un rappel très rapide sur pourquoi travailler son parcours client, parce que voilà, pour ceux qui n'ont éventuellement pas suivi le second webinaire, celui où j'intervenais, juste un rappel, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est que la thématique de tous ces webinaires, c'est l'expérience client. Et évidemment, derrière l'expérience client, quand on regarde un peu la mécanique, eh bien, on a le parcours client. Et le parcours client, quand on le travaille de façon optimale, ça permet de fidéliser nos clients, et ça permet aussi de travailler la recommandation et donc d'être recommandé. Alors, je pourrais faire exactement la même chose et je pourrais vous dire exactement la même chose et je pourrais remplacer client par collaborateur et je pourrais vous poser la question, mais pourquoi travailler son parcours collaborateur? Eh bien, c'est exactement les mêmes raisons. C'est fidéliser ses collaborateurs et puis être recommandé. Et donc, faire en sorte que vos collaborateurs, ils parlent à d'autres, à leurs amis ou à des collègues en leur disant, il faut absolument que tu viennes travailler ici, c'est juste incroyable, c'est formidable. D'accord? Et donc, ça participe aussi. Et donc, le parcours client, le parcours collaborateur, vous voyez, les deux sont déjà liés. Je reviens très rapidement, c'est des slides que j'ai présentés déjà, mais c'est juste pour vous dire, voilà, les leaders en expérience client, ils surperforment, hein, on avait regardé ça au niveau du marché boursier, et quand j'ai une très bonne expérience client, eh bien, je vais être plus performant
en termes économiques. Donc, j'ai intérêt à travailler mon parcours client justement pour permettre cette surperformance. Et puis, le cas de l'hôtellerie qu'on avait vu, c'est que si je travaille mon parcours client et que j'arrive à créer justement des moments qui sont mémorables et que mon client reparte, qu'il soit enchanté par l'expérience qu'il a vécue, eh bien, ça va avoir un impact, une incidence sur mon e-réputation. Et on sait ce que, donc ça c'est une étude de Cornell University que j'avais présentée la dernière fois, c'est qu'effectivement un hôtel qui va avoir un point en plus sur son e-réputation, donc par exemple qui va passer de 3,3 à 4,3, eh bien il peut augmenter son prix de 11,2% tout en conservant le même taux d'occupation et la même part de marché. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas anodin et donc vraiment voilà l'intérêt, entre autres, de travailler son parcours client et de travailler son parcours collaborateur. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va travailler sur ce qu'on appelle le cycle. Alors, en fait, le parcours client, vous le verrez, on appelle ça aussi le cycle client. On va travailler sur des étapes, on va travailler sur des interactions et on va travailler sur des M.O.T qui en fait veulent dire Moment of Truth, donc moment de vérité ou des moments clés. On va les travailler comment? Alors, quelques apports théoriques tout d'abord. Le premier, c'est une étude qui nous vient de 3 chercheurs qui s'appellent Arnoux, Price et Zikan, qui en 2002 ont posé ce postulat que dans un cycle de l'expérience client, donc dans un parcours client, nous avons 4 étapes principales. Nous avons une étape de recherche, une étape d'achat, une étape de consommation et une étape de souvenir. Donc, si je prends le cas d'une banque ou le cas d'un hôtel, eh bien, allez, je déménage, j'arrive à Abidjan, je recherche une banque, donc je vais aller sur un consommateur averti en vaut 2, par exemple, hein, un site sur Facebook, et je vais poser des questions sur est-ce que vous auriez une banque à me recommander. D'accord? Et puis ensuite, je vais aller dans cette banque-là et je vais acheter un service bancaire. Donc, je vais ouvrir un compte, je vais prendre tel type de carte ou tel type de carte, et je vais donc commencer, après l'achat, à consommer ce service bancaire. Et puis, tout au long de mon parcours, quand je serai sorti de la banque, j'aurai un souvenir, entre guillemets, que je vais peut-être aller partager du coup à nouveau sur un consommateur averti en vaut 2, en mettant, ben voilà, ça y est, je suis client sur cette banque-là, c'est très très bien, je vous conseille tel conseiller, etc. De la même façon pour un hôtel, je vais faire la recherche peut-être sur booking.com ou sur TripAdvisor. Je vais ensuite passer par la phase achat, et donc ça se passera ou en ligne ou au téléphone, et je passerai, ou alors en direct si je passe devant l'hôtel, et je passerai ensuite à la phase consommation quand je vais aller à l'hôtel, etc., etc. Et je vais aussi me souvenir de mon passage à l'hôtel en postant notamment un avis sur TripAdvisor. Et vous voyez que l'étape du souvenir va nourrir l'étape de la recherche. Donc, la gestion des réputations, c'est aussi quelque chose qui est très important parce que ça vient nourrir mon étape de recherche. Alors ça, c'était le premier point sur 2002. Quand on regarde aujourd'hui un site internet et que vous faites parcours client, que vous faites images, vous avez plein d'images qui ressortent, et puis vous avez celle-là par exemple, et vous voyez que là, tiens, on n'a plus 4 étapes, mais on en a 5. Et donc, on a une étape nouvelle qui vient d'arriver et qui s'appelle Travel Inspiration ici, qui est donc l'inspiration de voyage. Et donc, l'idée, c'est qu'on a une étape qui est plus sur l'émotion, sur comment est-ce que je vais inspirer mes clients à venir me voir. Si je continue, eh bien, j'ai par exemple Sébastien Bazin qui, en 2015, lui, il parle du cycle de la relation client et il nous dit que chez Accor, en 2015, ils l'ont divisé en 7 briques. Donc, il considère une brique comme une étape en 7 briques. Et il nous dit lui-même, voilà, on peut se tromper, hein, il y en aura peut-être 9 ou il y en aura peut-être une 8e, mais pour l'instant, on l'a découpé en 7 briques. Ces 7 briques, je vous les ai mis juste au-dessus, hein, vous les voyez, en fait, on a des briques sur la destination, les locations de voitures. Donc, on a des briques sur, ça c'est une brique qui s'appelle « Préparer votre séjour ». Donc, ça veut dire qu'il y a une brique sur je vous aide à chercher une destination. Donc, sur le site du groupe Accor, par exemple, quand je vais aller voir le Pullman Abidjan, peut-être on va me raconter l'histoire de la ville, peut-être on va me dire tous les endroits fantastiques, les balades en bateau que je peux faire et ce genre de choses. Et puis, on va peut-être me proposer
d'autres informations sur où est-ce que je peux louer une voiture, où est-ce que je peux réserver tel restaurant, etc. etc. Donc, lui, il parle de 7 briques. Quand on va un petit peu plus loin et qu'on creuse, en fait, dans chaque brique, dans chaque étape, on a ce qu'on appelle des interactions. Ici, on a un monsieur qui s'appelle David Berg, en 2014, qui nous dit qu'avec son équipe marketing, ils ont identifié tous les points d'interaction qu'il y avait entre le client et les hôtels. David Berg, c'était le patron du groupe Radisson. Et avec son service marketing, ils ont identifié plus d'une centaine de points de contact entre le client et l'hôtel. D'accord? Donc, point de contact, on appelle ça aussi des interactions clients. Et c'est ce que vous avez, hein, c'est pour ça dans le titre, je vous ai mis un cycle X étapes, Y interactions. C'est-à-dire que par exemple, dans mes 4 étapes de démarrage, la recherche, achat, consommation, souvenir, je vais avoir plusieurs interactions avec mon client. D'accord? Et quand on regarde la somme des interactions, eh bien, par exemple, chez Radisson, en 2014, ils ont regardé toutes les interactions clients qu'il y avait entre le client et l'hôtel, ils en ont identifié plus de 100. Et sur ces 100 interactions, évidemment, toutes n'ont pas la même valeur. Il y a des interactions qui vont être plus importantes que d'autres. Et ces interactions qui sont plus importantes que d'autres, on va les appeler, alors en fonction des vocabulaires, moments de vérité. On peut aussi les appeler moments clés, étapes clés. Voilà, ça va dépendre des personnes, des sociétés. Mais ce sont effectivement des interactions qui sont plus fortes, pour une certaine raison dont on va parler très vite. Et ici, je vous ai mis un article du New York Times qui date de 1988. Et en fait, c'est le patron, Jan Carlson, qui est le patron de SAS, qui est le Scandinavian Airlines, qui déjà en 1988 fait un article dans le New York Times où il parle de son livre qui s'appelle Moment of Truth et où il parle des moments de vérité de la compagnie SAS. Déjà en disant, voilà, il y a plein d'interactions avec notre compagnie, et ben, il y a des moments qui sont déjà plus importants que d'autres. Donc, vous voyez, en 1988, on est déjà dans cette connaissance. Alors, ce n'est pas aussi travaillé que ça l'est aujourd'hui, mais on est déjà dans cette idée de se dire, il y a des moments qui sont plus importants que d'autres, il y a des moments qu'on appelle des moments de vérité. Je vous ai mis ici un schéma d'interaction et de moments clés d'un hôtel. Donc, c'est un hôtel avec un centre de congrès. C'est un client pour lequel j'ai travaillé et sur lequel j'ai travaillé donc, le parcours client, sur lequel on a travaillé avec ses équipes sur toutes les interactions. Donc, vous voyez, on est resté simple, c'est-à-dire qu'on est parti en disant, bon, ben voilà, il y a une première étape de recherche. Et dans l'étape de recherche, vous voyez, il y a un certain nombre d'interactions qu'on a listées. On a ensuite l'étape de la réservation qui est l'étape d'achat où on a un certain nombre d'interactions à nouveau qui est listé. Nous avons ensuite l'étape du séjour où on a un certain nombre d'interactions et pour le coup, c'est très nombreux puisque on est sur un hôtel avec un centre de congrès. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'interactions dans l'hôtel avec le centre de congrès, avec le client. Et puis, on a l'étape du souvenir où on a à nouveau des interactions entre l'hôtel et le client sur cette étape du souvenir. J'ai précisé ici en 3 flèches. Voilà, je vous ai mis 4 flèches rouges. Parce qu'une fois qu'on a fait ces interactions-là, on a regardé quels étaient ces fameux moments de vérité. Et ces fameux moments de vérité, par exemple, au niveau de la recherche, en fait, vous les avez, les moments de vérité, on les a surlignés en rouge, mais on les a écrits en rouge, mais ce n'était pas très lisible. Donc, je vous en ai mis 4 en évidence. Comme par exemple ici, vous avez un moment clé qui concerne la visite client. Donc, effectivement, moi, client, quand je recherche un hôtel avec un centre de congrès, si je veux organiser, par exemple, un séminaire, eh bien, l'étape de la visite, ça va être une étape cruciale pour moi. Parce que évidemment, je vais voir un peu comment ça se passe, mais je vais aussi pouvoir sentir l'atmosphère. Je vais pouvoir avoir une réponse, voir un peu le commercial, regarder, peut-être tester des plats en cuisine. Enfin, je vais pouvoir… il y a un vrai enjeu sur la visite, ça va pouvoir confirmer ou pas mon intention de réserver. Sur cet établissement, il y avait aussi un enjeu sur la contractualisation. Et donc, ils ont décidé d'en faire un moment fort en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire au moment où on contractualise pour que ça devienne un moment de vérité.
Sur le séjour, on a l'arrivée des participants, qui évidemment est un moment fort également, un moment de vérité. Et puis, on a aussi un moment ici, c'est quand je découvre ma chambre. Hein, quand on va à l'hôtel, alors peut-être à part, vous voyez là, ici, moi je suis en déplacement aujourd'hui dans le nord de la France et je suis dans un hôtel Ibis. Donc je sais à peu près, c'est un Ibis Style, je sais à peu près à quoi je vais m'attendre parce que c'est un hôtel standardisé. Mais si j'allais dans l'hôtel de la place Grand Centre à Lille où je suis aujourd'hui, j'aurais vu des photos sur le site internet, mais je ne sais pas forcément à quoi je vais m'attendre. Donc, quand j'ouvre ma porte de chambre, ça va être un moment de vérité pour moi. Je vais être ravi ou je vais être déçu. Voilà, il y en a d'autres. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais c'était pour vous donner un exemple très concret de ce qui existe. Alors, je vous parle de moments clés, de moments de vérité. Et alors, maintenant, j'aurais une question à vous poser, c'est quoi? Donc, si vous voulez prendre peut-être 2 minutes pour répondre ou sur Facebook ou sur la conversation là sur Zoom, d'après vous, un moment de vérité ou un moment clé, c'est quoi? Et pourquoi on appelle ça comme ça? Comment vous pourriez le définir? Oh là là, je vois toutes ces réponses sur Facebook. Jeanne, est-ce qu'on a des réponses sur Facebook? Oui, nous en avons certaines. Donc, une réponse comme ça qui nous dit qu'un moment de vérité, c'est je dirais, la concrétisation ou pas de l'attente du consommateur. D'accord, ok, très bien. Est-ce qu'on a d'autres types de réponses? J'ai une autre réponse qui nous dit qu'un moment de vérité, c'est l'état dans lequel le client se trouve quand il est dans une interaction bien précise, peu importe laquelle. D'accord, très bien. Alors effectivement, ces deux réponses, on retrouve effectivement des points. Donc, un moment clé, un moment de vérité. Ah, je vois qu'on a une réponse sur Zoom. Oui, donc j'ai Sylvie Massé qui nous dit que c'est une confirmation ou pas de nos attentes. D'accord, d'accord, Pascal qui nous dit que pour lui, c'est le premier ressenti qu'on a quand on consomme un service. d'accord, très bien. Et j'ai Bocanier qui nous dit que c'est c'est le moment qui va le plus être déterminant pour le client, en fait. Ok, très bien, parfait. Bon, bah, écoutez, c'est parfait. Donc, alors effectivement, hein, je vous le confirme, on parle bien de ressenti. Il y a bien une question de ressenti. Donc, un moment clé ou un moment de vérité, c'est un moment fort dans la relation client-entreprise. Alors, c'est un moment fort, pourquoi? Parce que c'est un moment qui a un motif ou un impact positif. Hein, donc, si je prends un exemple bancaire, ben voilà, moi, je suis client, j'ai trouvé un terrain et donc, je vais à ma banque demander un prêt. Et donc, je vois qu'il y a une coquille à demander, je suis navré. Donc, je vais demander un prêt à ma banque, d'accord? Et puis, il peut y avoir un motif ou un impact négatif, comme par exemple sur un hôtel, ben, il n'y a plus d'eau chaude. Et ben là, le moment fort, ça va être derrière ça, on va appeler ça une réclamation, c'est-à-dire que je vais descendre à la réception ou je vais appeler la réception pour dire il n'y a plus d'eau chaude et ça va devenir un moment de vérité parce que je vais voir qu'est-ce qu'on va me répondre. Donc, ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est que c'est un moment où la satisfaction et l'insatisfaction se cristallisent. C'est-à-dire que c'est un moment qui est effectivement chargé d'émotions. Et si jamais il est réussi, ben, je vais être très satisfait. Et si jamais il est raté, eh bien, je vais être fortement insatisfait. Et donc, il va y avoir une cristallisation ou de la satisfaction ou de l'insatisfaction sur ce moment-là. Et puis, c'est un moment qui est important parce que c'est un moment où le client il va percevoir la différence, ou plutôt la valeur du service. D'accord? Parce qu'en fait, c'est un moment où le personnel en contact joue un rôle déterminant. Et il joue un rôle déterminant pourquoi? Parce qu'en fait, il prend en charge une des deux parties de notre expérience client dont on a parlé la dernière fois, qui est la partie émotionnelle. Alors, ensuite, je crois qu'il y a quelqu'un qui ne nous entend pas, Jeanne, mais je te laisse répondre. Oui, sans souci. Alors, le point ensuite, c'est comment est-ce qu'on travaille chaque moment. Alors,
la première chose, en fait, c'est que quand on travaille des moments clés, donc on imagine qu'on a réfléchi avec nos collaborateurs et en demandant aussi à nos clients, on a réfléchi aux différentes interactions. Et puis, maintenant, on va commencer à se dire, bon, ben, dans toutes ces interactions, qu'est-ce que ça va être qu'est-ce qu'on va choisir comme moment clé ou comme moment fort. Et donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre côté client, on va se mettre dans les chaussures du client et on va réfléchir à quels sont ses besoins opérationnels et quels sont ses besoins émotionnels. Si vous vous souvenez, enfin pour ceux qui ont assisté au dernier webinaire, on a parlé de George Ritzer qui, en 1999, pose le constat que dans une expérience client, il y a deux parties, il y a deux leviers. Il y a une partie rationnelle et une partie émotionnelle. D'accord ? Et donc, quand on va être sur un moment clé, eh bien, on va avoir de la même façon des besoins opérationnels qui vont répondre à la partie rationnelle et des besoins émotionnels, des attentes émotionnelles qui vont parler à cette partie émotionnelle. Ici, je vous ai fait juste un rapide rappel des 4 émotions de base, parce que donc la partie rationnelle, elle est assez simple à comprendre et à sentir et puis à poser sur le papier. La partie émotionnelle, elle est peut-être un peu plus compliquée. Et donc, pour comprendre les attentes émotionnelles d'un client, il faut repartir simplement à partir des 4 émotions de base et de voir un petit peu leurs dérivés et de se dire, OK, tiens, par exemple, le client n'a plus d'eau chaude et donc il appelle la réception. Dans quelle émotion il pourrait être? Alors, je vais partir, voilà, j'ai 4 émotions de base, la joie, la peur, la colère, la tristesse, et je vais me dire, bon, ben, voilà, dans quelle émotion il va être? Alors, je peux me dire, bon, ben, en fait, il va être peut-être agacé ou contrarié parce que il a rendez-vous et puis il doit partir vite. Et donc, voilà, il commence peut-être un peu… Voilà, il peut aussi être un peu inquiet peut-être de rater son rendez-vous. Et donc, on va avoir à la fois un mix entre des émotions liées à la colère et des émotions liées à la peur. D'accord? Et donc, on va être sur cette émotion-là. Et donc, ça va être un moment fort. Et nous, une fois qu'on a fait ça, on va se mettre côté entreprise, une fois qu'on aura listé les émotions, et on va se dire, OK, les émotions et les besoins opérationnels, et on va se dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme rituel ou comme signature de service, comme indice et comme surprise pour répondre à ces besoins opérationnels et pour répondre à ces attentes émotionnelles. D'accord ? Et là, on va commencer à se dire, bon, ben alors, par exemple, mon client qui a un problème d'eau chaude, son attente, son besoin opérationnel, c'est d'avoir de l'eau chaude pour prendre une douche. D'accord ? Ça, c'est assez simple. Et donc, il y a un besoin derrière opérationnel, c'est qu'on trouve une solution pour qu'il ait de l'eau chaude. Ces attentes émotionnelles, eh bien, c'est que on le rassure puisqu'il va avoir cette peur et cette inquiétude sur est-ce que on va trouver est-ce que je vais avoir de l'eau chaude, est-ce que je vais être à l'heure à mon rendez-vous. Donc, c'est qu'on le rassure, d'accord. Et puis, c'est que on accueille peut-être tout simplement le fait qu'il soit agacé, qu'on l'accueille simplement en le reformulant. Là, je vous ai mis aussi des réponses aux émotions. Donc, vous voyez, la joie, on la partage et on la maintient. La peur, on va rassurer le client. Donc là, dans ce cas-là, on va bien le rassurer. La colère, on va prendre la défense. On va donner une réparation. Donc, on va dire au client, écoutez, par exemple, si jamais l'eau chaude n'est pas réparée, eh bien, on peut faire une compensation financière. On peut aussi proposer du changement, c'est-à-dire qu'on peut aussi proposer à notre client de le déloger sur une autre chambre où la conduite d'eau ne serait pas touchée, par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est une façon de répondre à ces émotions du client sur ce moment-là. La tristesse, on pourra répondre, par exemple, en donnant du réconfort. Alors, pour aller plus loin, je vous ai mis un exemple de rituel de service. Alors, on appelle ça rituel de service, on appelle ça signature de service. Encore ici, il y a beaucoup de vocabulaire qui sera utilisé par telle ou telle entreprise qui travaillera sur le sujet. Là, je vous ai mis en fait une page d'un document qui a été fait pour l'un de mes clients, où vous avez, vous voyez, on a mis signature, rituel, marqueur, donc c'est un élément qui est différenciant en tout cas.
on est sur un hôtel qui est en bord d'océan. Et en fait, on travaille sur la partie, sur le moment de vérité de l'accueil. C'est donc, j'arrive à l'hôtel. Ça, c'est mon moment clé, mon moment fort, l'un des moments forts au niveau de mon parcours. Donc, j'arrive à l'hôtel. Et donc, généralement, quand vous arrivez à l'hôtel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vous demande vos papiers, on vous demande, voilà, c'est grosso modo, c'est les formalités administratives. Ensuite, on vous donne votre clé et après, c'est bon séjour chez nous. D'accord? Et puis, pour vous aller à la chambre. Et là, l'idée, c'est que, eh bien, en fait, quand j'arrive à l'hôtel, c'est un hôtel qui est en face de l'océan. Et donc, c'est plutôt bonjour monsieur, bonjour madame, bienvenue. Est-ce que vous avez fait un bon voyage? Voilà, posez vos bagages. Est-ce que vous souhaitez un verre d'eau? Donc, à l'époque, enfin, sur cet hôtel-là, c'est eux qui filtrent l'eau et puis ils font aussi de l'eau gazeuse. Donc, comme ils sont en face de l'océan, ils ont un vocabulaire qui dit est-ce que vous souhaitez de l'eau calme ou de l'eau agitée? Et puis ensuite, on leur propose de prendre le temps et on leur dit écoutez, venez avec nous parce qu'on a vraiment quelque chose de formidable à vous faire visiter. Et on les amène sur une visite de l'océan. Et l'un des rituels qui a été mis en place, c'est qu'on va faire une photo avec le téléphone du client. Alors, c'était à l'époque avant le Covid, évidemment. Maintenant, l'établissement fait une photo avec le téléphone de la personne et puis on l'envoie au client. Et puis, on fait une photo devant l'océan. Voilà, donc on les amène à l'océan, on leur montre, on leur explique, on leur dit, ben voilà, à 5000 km à l'ouest, vous avez New York, ici, vous avez ceci, ici, vous avez le Fort Boyard, etc., etc. D'accord? Donc, on les amène sur cet espace qui est un espace qui va leur permettre voilà, ils sont venus dans un hôtel au bord de l'océan, et bien ils sont au bord de l'océan et il se passe quelque chose. Et puis ensuite, on fait une photo en termes de rituel. Et bien, figurez-vous que cette photo, évidemment, ils vont la partager sur Instagram, sur Facebook, ils vont l'envoyer à leur famille, à leurs parents. Et donc, ça génère aussi, évidemment, de la recommandation par la suite. Je vous ai mis ensuite un exemple d'indice, puisque je vous ai parlé de rituels ou de signature de service, d'indices et de surprises. Donc, je vous ai mis un exemple de chacune. Ça, c'est un exemple d'indice, et c'est juste pour vous expliquer qu'un indice, c'est quelque chose qui montre le service qui a été réalisé, mais par contre, il a été réalisé quand moi, je n'étais pas là. Donc là, par exemple, c'est une location de voiture. Et quand je suis arrivé et que j'ai pris cette voiture, eh bien, il y avait un indice qui disait que cette voiture a été préparée par… Bon, manque de bol, il n'y avait pas le nom de la personne qui avait préparé la voiture. Donc, le côté indice, ici, ne fonctionne pas parce qu'en fait, au lieu de me surprendre un petit peu en me disant, mais voyez, cette voiture a bien été préparée et elle a été préparée par Paul, Alexandre, Jacqueline ou que sais-je, eh bien, j'ai rien en fait là-dessus. Donc, du coup, ici, j'ai plutôt une preuve que le document, il était mis comme ça, mais que finalement, là, j'ai plutôt un défaut de service qu'un bon point dans le service. Donc, c'est dommage, autant rien mettre que de mettre un indice comme celui-ci. Dans les hôtels, vous avez des indices comme un chevalet qui va être sur une tablette avec le nom de la personne qui a fait la chambre. Vous allez aussi avoir, dans certains hôtels, vous avez le papier toilette qui est mis en pointe. Et ben, c'est juste un indice comme quoi il y a bien quelqu'un qui est passé pour faire la chambre et qui a remis le papier toilette que vous aviez déroulé la veille, qui l'a remis en pointe. Voilà, donc ça, c'est des types d'indices. Vous pourriez en avoir dans les concessions automobiles sur la désinfection du véhicule, par exemple, en temps de crise sanitaire. Et puis ici, je vous ai mis un exemple de surprise. Alors ici, je vous resitue un peu l'action. C'est je prends en fait l'avion et puis donc on embarque tous dans l'avion et au moment de l'embarquement, une fois que tout le monde a embarqué, le chef de cabine prend le micro et nous informe que le pilote est malade. Voilà. Alors, on ne nous l'a pas dit avant, on nous l'a dit une fois qu'on avait embarqué. Évidemment, comme on a embarqué, les bagages sont là, on ne peut plus débarquer. Donc, il y a une certaine émotion qui commence à venir, qui est une émotion de on est coincé, quoi.
Et puis, ils auraient pu nous prévenir plus tôt parce qu'en plus, on aurait bien aimé, nous, rester dans la salle d'attente pour attendre, pour être plus à l'aise, être confortable, avoir des boissons, enfin voilà. Et donc, le chef de cabine nous informe que le commandant est malade et nous informe que dans ces cas-là, au niveau de la procédure, il y a un pilote qui est toujours prévu en cas de maladie, du pilote qui doit travailler ce jour-là, et que le pilote est approximativement à 1h15 de route de l'aéroport. Voilà, et qu'il serait en route. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'on a à peu près 1h15 à attendre dans la cabine de l'avion. Donc là, un peu d'exaspération. Et là, le copilote nous fait une surprise, en fait. Et le copilote, qu'est-ce qu'il nous fait comme surprise? Il nous dit, bah, écoutez, voilà, on a du temps, on va le passer ensemble. Et pour qu'on le passe de la meilleure façon ensemble, ce que je vous propose, c'est que vous veniez, chacun à votre tour, vous mettre à la place du pilote, c'est-à-dire à côté de moi. Et comme ça, je vais vous expliquer la cabine, comment ça marche, comment est-ce qu'on calcule les temps de vol, comment est-ce qu'on regarde la météo, le trajet. Voilà, je vais tout vous expliquer. Voilà. Et là, ben, tout le monde s'est levé et on est tous passés dans la cabine. On s'est assis à la place du pilote et on a discuté avec le copilote pour discuter de tout ça. Voilà. Et donc, ça, c'était une vraie surprise. Et c'est quelque chose dont je parle depuis très longtemps. J'ai fait un post, voilà, je me suis fait prendre en photo. J'ai fait évidemment des posts sur LinkedIn. J'ai mis ça sur Facebook. J'en ai parlé à mes amis. Et ça a été vraiment quelque chose de très apprécié. Alors, pour faire un point avec ce qu'on a vu lors du dernier webinaire, et même lors du premier, hein, Lionel, vous avez montré ce tableau-là. Voyez, ici, on est sur une surprise, sur une initiative personnelle, c'est-à-dire que le copilote, pour nous faire patienter, a décidé de nous faire visiter le cockpit. Cette surprise-là, elle peut très bien être écrite dans le parcours client. On peut très bien dire, voilà, en cas de réclamation ou en cas de problématique dans un avion qui est obligé de rester parqué sur le tarmac, on fera une surprise au client qui sera celle de lui faire visiter le cockpit. D'accord? Donc, c'est des éléments qui peuvent être déjà prévus quand on travaille le parcours client. Voilà. Et donc, initiative personnelle, ben, je rebondis un peu là-dessus, c'est que du coup, ce copilote, eh bien, il a fait cette initiative personnelle. Pourquoi? Parce que peut-être son parcours collaborateur est intéressant et ça lui a permis de le faire parce qu'il a eu envie de le faire. Comme il a eu un bon parcours, qu'il a un bon parcours collaborateur, il a eu envie de prendre une initiative personnelle pour travailler à l'expérience client et à l'amélioration de l'expérience client sur ce moment qui était un peu compliqué à gérer. Alors, le parcours collaborateur, ben, en fait, on le traite exactement de la même façon. C'est-à-dire que on va regarder c'est quoi le parcours entre le moment où il arrive, le moment où il est embauché chez moi et le moment où il part de mon entreprise. Et puis, on va regarder toutes les interactions qu'on va avoir dans ce parcours collaborateur. Alors, c'est important de le travailler parce que, vous voyez, ça, c'est une phrase de John Willard Marriott, qui est le fondateur du groupe hôtelier Marriott. Et en 1927, ce fondateur, il nous dit il dit à ses managers, prenez soin de vos salariés parce qu'ils prennent soin de vos clients et en faisant ça, vos clients reviendront. Donc, vous voyez, en 1927, on est déjà sur cette histoire de parcours collaborateur et parcours client. Prenez soin de vos collaborateurs pour qu'ils prennent soin de vos clients et ça travaillera sur le fait qu'il y ait de la recommandation et de la fidélisation. Voilà, ici, je vous ai mis un exemple de parcours collaborateur que j'ai travaillé avec l'un de mes clients. On retrouve ici, vous voyez, alors ici, on a 3 phases. On n'a pas mis la phase achat puisque bon, on est sur du collaborateur. Donc, on a la phase d'avant, la phase de pendant et la phase d'après. Et on a travaillé sur, OK, qu'est-ce qui se passe comme interaction avant que le collaborateur vienne nous voir? Qu'est-ce qui se passe comme interaction pendant la vie du collaborateur, pendant qu'il est chez nous, qu'il travaille chez nous? Et qu'est-ce qui se passe après, c'est-à-dire une fois qu'il a quitté l'entreprise? Alors,
avant qu'il intègre l'entreprise, eh bien, le collaborateur il prend contact avec l'entreprise pour la première fois, il passe un entretien d'embauche. Et puis, dans cette étape d'avant, ce qui se passe aussi, c'est qu'à un moment donné, j'ai un coup de fil de mon manager ou de mon futur manager qui m'annonce que je suis embauché. Ensuite, il y a les étapes qui se passent pendant ma vie dans l'entreprise. Donc, c'est mon premier jour, j'ai mon premier débrief avec mon manager, je suis confirmé à mon poste, mon manager me fait un retour, etc., etc. Jusqu'au dernier point qui est je quitte l'entreprise. Et puis, ce qui va se passer dans le parcours collaborateur après, c'est je reçois mon solde de tout compte. Voilà. Dans ces interactions, vous voyez qu'il y a des interactions qui sont en orange et qu'on a identifiées comme des moments clés, des moments de vérité qui ont été choisis et qui sont présentés dans un manuel qu'on appelle le manuel du collaborateur, qui est un manuel qui est dédié à tous les managers. À ces moments clés, on a choisi des rituels. Et on s'est dit, OK, c'est mon premier jour. Alors, ce sont des moments qui ont été choisis. Pourquoi? Parce qu'il y a des fortes attentes opérationnelles, mais il y a surtout des fortes attentes émotionnelles. Hein. C'est mon premier jour. Si vous vous rappelez de votre premier jour dans votre société, vous avez un mix d'émotions entre de l'excitation parce que wow, c'est vous qui avez été choisi, ça y est, ça commence, ça y est, ça démarre, c'est super, vous êtes content. Et puis, vous pouvez avoir aussi un peu d'inquiétude, un peu d'anxiété. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que mes collègues vont être sympas? Voilà, il y a un mix d'émotions qui va se jouer là-dessus. Et donc, pour traiter ça, on a mis en place un rituel, un premier rituel qui est un massage des mains. Alors, c'est dans un hôtel où il y a de la thalassothérapie avec donc des gens qui massent. Et donc, en fait, en termes de rituel, on fait une visite de l'hôtel. Et dans cette visite de l'hôtel, on a ce premier rituel qui est qu'on va proposer au collaborateur de lui masser les mains. Voilà, ça va permettre de le déstresser, puis ça va permettre aussi de lui découvrir qu'est-ce que c'est que le massage pour que lui puisse en parler aussi aux clients de l'hôtel qui viendraient faire un séjour en thalasso. Mon manager me fait un retour, et bien là c'est pareil, on a travaillé sur un rituel et on s'est dit, bon, si c'est des félicitations, on va faire raconter au collaborateur la réussite, on va lui faire raconter aux autres lors d'un débrief. Et puis si jamais c'est un recadrage parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, on va lui proposer un challenge pour réparer l'erreur qui a été faite. Je vis un moment personnel important, on a proposé pour les anniversaires de faire une table ronde. Donc, en fait, tous les mois, le directeur organise une table ronde avec les anniversaires du mois pour fêter les anniversaires. Ça permet au directeur aussi de rencontrer l'ensemble des collaborateurs d'une façon moins officielle, puisque voilà, on est plutôt sur un côté un peu festif. On a proposé un bouquet de fleurs pour les naissances et on a proposé un séjour pour les mariages. Voilà, pour le point sur j'ai un problème avec un client ou un collaborateur et mon manager me soutient, on a proposé comme rituel de proposer un espace dédié pour en discuter. Hein. On n'en discute pas devant les autres, mais on va ou dans un bureau ou dans un salon, mais pas forcément le bureau du manager. Ça peut être vraiment un espace dédié pour ça. Et puis, en fait, on a proposé un autre rituel qui est peut-être moins fait, qui est de prendre des nouvelles une semaine après pour savoir comment ça va. Voilà, qui est aussi un rituel qu'on a proposé. Voilà, après vous avoir parlé très rapidement de parcours client, de parcours collaborateur, de nombre d'étapes, interaction, moment de vérité, rituel ou signature de service, indices et surprises, je vous propose maintenant qu'on mette tout ça en pratique. Sur à la fois un exemple en banque et à la fois un exemple sur un hôtel. Alors, je vais avoir besoin de vous parce qu'on est vraiment dans du pratico-pratique. Donc, pour simplifier, je suis reparti sur le fait qu'on ait 3 étapes. Hein. On a l'étape d'avant, c'est-à-dire qu'avant que je démarre d'être client dans la banque ou avant que je sois client au niveau de l'hôtel. Pendant, c'est-à-dire pendant que je vais séjourner à l'hôtel et pendant que je vais avoir mon expérience client dans la banque.
et puis après mon expérience client à la banque et après mon séjour à l'hôtel. Une fois qu'on aura identifié, donc ce que je vous proposais, hein, c'est qu'on travaille sur les interactions, qu'on enliste. Alors, on ne les listera pas toutes, hein, parce que si on reprend l'exemple de notre hôtelier, Monsieur Berg, qui a identifié plus d'une centaine de points d'interaction, évidemment, on ne va pas jouer à ce jeu-là, là, maintenant, tout de suite, parce qu'on n'aurait pas le temps. Mais on va travailler, je vous propose qu'on liste comme ça quelques interactions. Je vais, moi, les prendre en note. Et puis ensuite, ensemble, on verra quel moment clé on pourrait choisir. On en choisira un et on travaillera ensuite sur un outil qui est juste après, qui est celui-ci, où on travaillera de façon très pratico-pratique sur OK, c'est quoi ses besoins opérationnels, c'est quoi son besoin émotionnel, qu'est-ce que la personne en contact va faire du coup pour répondre à ces deux besoins, qu'est-ce qu'elle peut dire pour répondre à ces deux besoins, quel support on pourrait utiliser physiquement, et puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre en rituel et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en surprise pour faire de ce moment-là un moment qui soit différenciant et qui soit un moment d'enchantement pour notre client. Est-ce que vous êtes OK sur l'idée? Parfait, j'imagine que vous êtes tous super OK. Est-ce que vous voulez commencer à démarrer? Alors, je vous propose ou je ne sais pas si les micros sont ouverts, Jeanne, mais peut-être que ou vous participez avec les micros et puis moi, je prends les notes, ou alors vous le mettez sur la conversation ou en commentaire sur Facebook. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme étape avant pour la banque? Avant que je vive une expérience dans une banque, qu'est-ce que j'ai comme étape dans mon avant? Bon, là, toutes les personnes qui sont là sur le Zoom auront la possibilité à tour de rôle, en tout cas, d'ouvrir leur micro et partager avec nous les éléments qu'ils veulent. Ou soit, comme tu l'as dit, le mettre directement sur la conversation. Et Ouais. en ce moment-là, moi, je pourrais te partager ça. Donc Voilà. là, on a Ange déjà qui part de l'étape 1, qui serait l'étape de la recherche de la banque. Voilà, exactement. Donc, recherche Ok. d'avant. Tout à Et fait. Merci. Sylvie qui renchérit en disant, donc, effectuer une recherche sur Internet ou demander à des personnes qu'elle connaît. Donc, recherche sur Internet. Merci, Sylvie. Voilà. Ou une connaissance. OK, très bien, effectivement. Voilà, parfait. Donc ça va marcher. Ça va marcher. Donc, en fait, la recherche de la banque, on va le faire sur Internet où effectivement, on peut demander un avis à une connaissance. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur cette étape d'avant, sur cette étape de recherche? Je peux aussi. Donc, oui, on a pas mal de réponses en termes de références et de recommandations. D'accord, très bien. Donc, se renseigner, par exemple, auprès de ses collègues Ouais, très bien. pour savoir donc ceux qui sont déjà, bien entendu, clients dans des banques et savoir, voilà, quelle est leur expérience dans telle ou telle banque. Il y a Myriam qui propose d'effectuer une visite dans la banque, dans l'une des banques qui a été identifiée pour rencontrer quelqu'un et avoir réponse à ces différentes interrogations. Exactement, c'est exactement ça, très bien. Il y a Sylvie qui dit qu'elle va vers la banque de ses parents. Au moins, elle sait que si ses parents étaient satisfaits, il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas. Ok, très bien. Bon, parfait. Bon, on a déjà, vous voyez, plusieurs interactions, hein. Donc, on a une recherche sur Internet qui est une interaction. C'est une connaissance qui va nous parler de la banque. Donc, c'est une interaction qui est indirecte, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément avec la banque, mais comme Internet, on pourrait dire que c'est de l'indirect parce qu'il n'y a pas une personne physique. On pourrait rentrer physiquement à la banque. On peut effectivement se renseigner auprès de ses collègues. On peut visiter la banque et rencontrer quelqu'un pour le coup, hein, pour avoir Et puis effectivement, on peut aller à la banque de ses parents. Donc, ça rejoint un peu le fait de travailler avec ses connaissances. Ok, très bien.
Au niveau de l'hôtel, qu'est-ce qu'on pourrait proposer sur le côté avant? Donc, on va avoir, je vais faire un copier-coller parce qu'on va être un Oui, on aura également Internet, on peu. aura des sites. Voilà, on aura une recherche sur Internet. Là, on Oui, aura sur TripAdvisor et Booking.com, etc. voilà, sur Internet. Et là, donc, je vais mettre, on a le site de l'hôtel, mais effectivement, on a les sites comme Booking.com, comme TripAdvisor, etc. Et à ce niveau-là, on se rend bien compte que le référencement de l'hôtel ou de la banque est véritablement très important. Parce qu'en général, les personnes qui viennent sur Internet ne savent pas exactement ce qu'elles recherchent. Exactement. Donc, si vous ne répondez pas aux différents mots-clés parce que le référencement n'est pas bien fait, vous n'apparaîtrez pas dans les premiers résultats de recherche et puis là, vous passez à côté de l'occasion d'avoir un nouveau client. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Donc, il y a des connaissances, donc le bouche à oreille. Si je rentre physiquement, pareil. Hein, donc là, c'est recherche de l'hôtel. Voilà, il y a Mikano qui nous parle de se renseigner auprès d'une agence de voyage dans le Voilà. cas de l'hôtel. Je vais peut-être faire ça, plutôt que je passe devant. Il y a effectivement se renseigner auprès de ses collègues, auprès d'une agence de voyage, etc. Voilà. Donc ça, on est tout à fait… et puis, il y a visite de l'hôtel, hein, si je veux effectivement… si je reprends mon cas de tout à l'heure, visite de l'hôtel. Si je veux loger des amis, ben, je vais peut-être aller visiter l'hôtel, voir les chambres pour être sûr si c'est mes parents qui viennent. Voilà, ok, etc. Parfait. Si on continue maintenant sur les interactions qu'on peut avoir donc pendant, quand je suis au niveau de la banque. Quand je deviens client, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la première interaction quand je deviens client? Donc Non, non. là, j'ai comme réponse sur Internet la visite, la rencontre avec mon conseiller clientèle, D'accord. mon Alors, qu'est-ce qui chargé de compte. se passe avant que je rencontre mon client? Comment? Qu'est-ce qui se passe avant, pardon, que je rencontre mon conseiller? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui se passe avant que je rencontre mon conseiller? Appeler pour une prise de rendez-vous. Alors, je peux appeler. Donc, appeler, ce sera dans l'étape dans l'étape d'avant. D'accord? Et ça me permettra, ce sera un premier contact au téléphone. Ça me donnera déjà une première idée de la banque. D'accord? Avant que je voie mon conseiller, je vais arriver en fait à la banque. D'accord? Et donc, je vais, ici, on a l'accueil. Voilà. Et puis après, effectivement, donc, je vais rencontrer une personne à l'accueil et puis ensuite, je vais rencontrer mon conseiller. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans mon parcours à la banque? Je vais mettre rencontrer. J'ai Sylvie qui dit qu'elle a l'entretien donc avec son conseiller après un temps d'attente. Donc le temps d'attente ici qui devrait idéalement être le moins long possible. Oui, tout à fait. Entretien avec mon conseiller. Il y a Mikano qui nous parle donc, du déroulé de l'entretien, donc qui est primordial. Donc, de la capacité de chargé clientèle à faire une analyse avec son client pour pouvoir mesurer l'étendue de ses besoins et voir dans quelle mesure lui offrir des produits qui sont en adéquation avec ses attentes et son profil. D'accord, très bien. En train de transformer un tout petit peu les éléments en les mettant
façon client. C'est-à-dire que quand on travaille sur les interactions et sur les moments de vérité, on va les mettre, on se met dans les chaussures du client, comme je vous le disais, et donc du coup, le moment de l'arrivée, ça devient j'arrive à la banque, ou je rentre dans la banque. Je rencontre la personne à l'accueil, mon conseiller me salue, je m'entretiens avec mon conseiller, d'accord? Je vais aller pousser un peu le bouchon, mais je vous parlais tout à l'heure du prêt qu'on va m'accorder. Donc, par exemple, je fais une demande de prêt, d'accord? Pendant que je suis client, je peux aussi appeler mon conseiller pour, par exemple, sur ma demande de prêt, savoir où ça en est. Alors, ça peut être pour faire une demande, mais ça peut être aussi pour faire une demande, mais ça peut être aussi j'appelle ma banque parce que j'ai un problème pour un problème. Hein. Je suis à la caisse d'un supermarché et j'ai ma carte bleue qui ne fonctionne pas. Il y a 5 personnes derrière. Je n'ai pas de chéquier, je n'ai pas de cash. Je ne comprends pas parce que la carte elle marchait jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? D'accord? Donc ça peut être un point. Oui, et Ange qui nous dit là que en ce moment-là, le temps de la prise en charge, l'efficacité et la réactivité donc de cette prise en charge sera déterminante Ouais. dans le ressenti du client. Ok, j'appelle ma banque pour un problème. Oui, tout à fait. Le temps de prise en charge sera important sur ce moment-là. Hein. On verra ensuite quelles sont les émotions qui sont derrière. Bon, on en aurait plusieurs, hein, mais on a par exemple, mon conseiller m'appelle pour refuser, pour me dire que ma demande de prêt a été refusée. Ah oui, et là, on aura vraiment la différence sera faite au niveau de la manière de le dire, parce que c'est jamais agréable d'entendre ça. Là, ça, c'est aussi un autre moment fort dans ma relation, etc., etc. Qu'est-ce que je vais avoir comme même moment quand je suis à mon hôtel? Donc, bon, je vais avoir un peu la même chose, c'est-à-dire que j'arrive à l'hôtel. Et un dernier point pour la banque que Sylvie vient de mentionner, Oui, c'est le fait que son conseiller la contacte pour lui vendre un nouveau produit qui n'a exactement. rien à voir avec ce qu'elle a acheté jusqu'à présent ou utilisé. Oui, tout à fait, c'est un autre point. Oui, parfait. Alors, pour l'hôtel, qu'est-ce qu'on aurait? Je me renseigne auprès de mes collègues d'une agence de voyage, je visite l'hôtel. Qu'est-ce qu'on aurait donc j'arrive à l'hôtel, d'accord. Comment je suis accueillie déjà à l'entrée de l'hôtel? Bien, ouais, tout à fait. Alors, moi là, j'étais parti sur je me présente à la réception. Mais effectivement, j'arrive à l'hôtel, la personne à l'entrée me salue. Je me présente à la réception. L'accueil, la prise en charge. Voilà, la personne à la réception, me donne ma clé. Je découvre ma chambre. Il y a Sylvie qui dit qu'elle contacte l'hôtel parce qu'elle ne trouve pas l'entrée du parking. Donc, comment est-ce qu'on lui indique l'entrée du parking pour qu'elle s'y retrouve rapidement Vous voyez là, on est à son arrivée? presque dans le pendant. On est entre entre les deux, mais je vais le mettre dans le pendant, mais on est vraiment entre. Donc là, on pourrait mettre j'arrive à Oui, l'hôtel et je ne trouve pas le parking, par exemple. oui, tout à fait.
et je ne trouve pas le parking. Sylvie, très bon exemple. La personne à l'entrée me salue, je me présente à la réception, la personne à la me donne la clé, je découvre ma chambre, je commande mon service, je demande un réveil, etc. etc. Hein. Il y a beaucoup d'interactions qui peuvent se passer dans un hôtel et jusqu'à au dernier où je règle ma facture, par exemple, qui peut être une autre interaction. Tout à fait. Et là, j'ai une remarque concernant le bagagiste. Donc, il fait monter les bagages jusqu'à la chambre et sa capacité à me montrer toutes les fonctionnalités, me décrire toutes les fonctionnalités de ma chambre. Ça également, ça fait partie de des moments de vérité assez agréables. D'accord, donc le bagagiste m'accompagne et m'explique le fonctionnement des équipements dans la chambre. Voilà, donc on va pas aller trop loin non plus parce que je vois que l'heure tourne et que je ne veux pas non plus vous retenir trop, mais c'est juste pour vous dire, voilà, on a toute une liste d'interactions. Donc, dans le après, bah, sur l'hôtel, c'est je poste un avis sur TripAdvisor, par exemple. TripAdvisor. Voilà. Et puis, pour la banque, entre autres, hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais là, c'est vraiment un exercice voilà, pour mettre déjà, pour voir un petit peu. Pour la banque, eh ben, on pourrait retrouver notre site internet de tout à l'heure, c'est-à-dire je poste un avis sur un consommateur en vaut deux, par exemple, pour rester sur Abidjan. Voilà. Je recherche Nature Bank. Je me renseigne auprès de mes collègues. Voilà, ce que je vous propose, c'est déjà de réfléchir à qu'est-ce que vous voudriez, si maintenant on parle de moments clés, quels sont les moments, d'après vous, où il y a le plus d'émotions, où va y avoir le plus de satisfaction ou d'insatisfaction qui pourrait se jouer sur déjà ces premières interactions. Je vais vous proposer d'en choisir 3 dans chaque liste. Thomas, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ce que tu attends de nos participants? Oui, en fait, ce serait de dire, voilà, maintenant, on a identifié les interactions. Et donc, ce que je vous propose, c'est moi, je vais surligner les moments forts, les moments clés, les moments de vérité. Dans ces interactions-là, on a des moments qui sont plus importants que d'autres. D'accord? Par exemple, si je prends le cas de l'hôtel, par exemple, j'arrive à l'hôtel et je ne trouve pas le parking. En fait, je suis dans le cas où je demande de l'aide. Et là, je vais avoir une certaine émotion parce que si ça fait déjà 5 minutes que je tourne pour chercher le parking, je vais commencer à devenir un petit peu en colère, peut-être angoissé si jamais j'ai un rendez-vous, si je suis fatigué. Enfin, il va se passer quelque chose. Et donc là, par exemple, je peux déjà me dire, tiens, en fait, si je ne trouve pas le parking, derrière, c'est je demande de l'aide. Le moment qu'on pourrait travailler. Et en fait, je demande de l'aide, il va se décliner dans tous les services au niveau de l'hôtel. Le temps fort, le moment de vérité, c'est le moment où moi, client, je vais demander de l'aide, que ce soit pour trouver le parking, que ce soit parce que je n'arrive pas à allumer ma télévision, ou je n'arrive pas à mettre telle chaîne de télévision, ou je ne comprends pas comment j'accède au Wi-Fi, etc., etc. Donc ça va devenir un moment fort. Je fais une réclamation, ça va devenir aussi un moment clé au niveau de mon parcours client. Parce que quand je fais une réclamation, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et que si jamais on le traite bien, je vais être très satisfait.
Et si jamais ce n'est pas traité, je vais être fortement insatisfait. D'accord. D'accord, c'est parfait. Euh, D'accord, donc du coup, on commence donc par le parcours en banque. Voilà, donc si on faisait le parcours en banque, d'après vous, D'accord. si on en identifiait 3, ce serait quoi les 3 qu'on pourrait identifier? D'accord, donc j'ai ici la contribution de Mikano, Oui, qui nous dit que le moment de vérité en banque pour lui serait le premier contact avec le chargé clientèle. Donc vraiment le ressenti, comment est-ce qu'il se sent bien, est-ce qu'il se sent en confiance, est-ce qu'il se sent accueilli, est-ce que la personne est sympathique, etc. Et donc le déroulé de l'échange en fait. Ça, d'accord. ce serait vraiment un moment qui serait très important pour lui. Donc ce serait par exemple ce moment-là. Alors on pourrait l'appeler différemment, mais effectivement, ou alors ça pourrait être, tiens, on va faire, je rencontre mon conseiller pour la première fois. Merci Mikano, c'est très Tout à bien. fait. Donc ok, je rencontre mon conseiller pour la première fois. Ok. La deuxième intervention que j'ai, c'est le traitement de mon dossier. Comment est-ce que mon dossier de prêt, par exemple, est-ce que D'accord, je reçois les bonnes informations? Est-ce qu'on me dit exactement à quel niveau se trouve mon dossier et quelle est la probabilité qu'il soit accepté ou pas? d'accord. Allez, on va prendre celle-là. Je fais une demande de prêt et mon conseiller la traite. Ok, très J'ai bien. ensuite Ange qui parle plutôt, lui, du moment fort qui serait l'accueil, la D'accord. prise en charge et l'orientation au niveau de l'accueil. Voilà, exactement. Et puis moi, je vais vous en rajouter un quatrième qui serait par exemple, j'appelle ma banque pour un problème qu'on va retrouver sur l'hôtel dont je fais une réclamation. C'est un peu la même chose en fait. Où je demande de l'aide. On va retrouver un peu la même idée. OK, Absolument. Parce que là, l'intervention que j'ai là maintenant, c'est la capacité à prendre en charge mes demandes, donc quelles qu'elles soient en fait, qu'elles d'accord, soient téléphoniques ou physiques. d'accord, très bien. Euh, je note que mes demandes sont prises en charge. Et une dernière, c'est le temps d'attente pour les différentes transactions. D'accord, je patiente. OK. Donc, ce que je vais vous proposer, parce que quand on travaille sur des moments clés, on commence par en travailler 3 ou 4, parce que vous allez voir, après, on les décline en des rituels et on commence par installer 3 ou 4 moments que l'on estime les plus importants. Alors, ce travail-là, on le fait généralement avec l'ensemble des personnes qui sont en première ligne. Et c'est pour ça que dans mon terme, c'était on co-construit le parcours client, c'est-à-dire que le travail qu'on vient de faire ensemble avec vous sur Zoom, eh bien, on va le faire avec les collaborateurs dans une salle où on va pouvoir commencer à descendre en se disant, bon, c'est quoi les étapes du client? Et puis après, pour identifier les moments clés, eh bien, on a 2 solutions. C'est on regarde les feedbacks, on regarde ce qui se dit sur un consommateur en vaut 2, par exemple, et on se dit, oulala, on a beaucoup de clients qui nous félicitent sur notre accueil, donc il doit se passer quelque chose au niveau de l'accueil. Et on a beaucoup de clients qui se plaignent sur la prise en charge de mes demandes. Donc, ça va devenir un moment, c'est un moment clé, il faut qu'on le traite. D'accord. On peut aussi demander aux personnes qui sont en contact client, à l'accueil, les clients aujourd'hui, ils se plaignent le plus de quoi? On peut aussi interroger les clients directement avec un questionnaire dans l'agence en disant, voilà, on travaille sur le parcours client en ce moment et on voudrait travailler sur l'amélioration de notre service. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui va très bien et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on améliore? D'accord. Et on fait ça pendant un certain moment et ça nous permet d'avoir de l'info pour pouvoir positionner les moments clés exactement au bon endroit. D'accord. Alors, sur l'hôtel, c'est pareil, hein, on pourrait en lister un certain nombre. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance et qu'on passe sur la deuxième partie. Donc là, vous voyez, on a travaillé la liste des interactions en fonction des 3 étapes avant, pendant et après. Et ensuite, on a identifié les moments où il se passe quelque chose de fort pour notre client, là où la relation entre nous et le client est forte. Et ce qui sont des moments où il y a beaucoup d'émotions. Donc, je vous propose qu'on en choisisse un. Alors, lequel vous voudriez choisir qu'on va travailler ensemble?
comme ça, je vous proposerais bien de travailler sur, par exemple, je fais une réclamation ou j'appelle ma banque pour un problème, parce que on les a un peu dans les deux univers. On peut aussi travailler, si vous voulez, sur l'accueil. J'arrive à la banque ou j'arrive à l'hôtel. Voilà, et si vous voulez vraiment, on peut travailler sur une autre. Mais si on devait en choisir une qui pourrait correspondre aux deux industries, laquelle vous préfériez choisir? Il y a Myriam qui propose la réclamation et je suis d'accord avec elle parce que c'est un moment qui est déjà chargé en émotions OK, parce que le parfait, client est soit en désarroi, soit en colère. parfait, Donc, en ce moment-là, ça peut être déterminant en fait dans la suite de la relation. très bien. Alors, on va travailler là-dessus. Et donc, le moment choisi, c'est je fais une réclamation. Vous voyez le moment clé, la façon dont je vais l'exprimer, c'est vraiment côté client. Ce n'est pas le client fait une réclamation, c'est je fais une réclamation. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par me mettre côté client et je vais me dire, OK, qu'est-ce que moi, client, quand je fais une réclamation, c'est quoi mon besoin opérationnel? D'accord? De quoi j'ai besoin, moi, en tant que client? Alors, j'ai besoin d'une réponse. D'accord? Ça, c'est mon premier. Oui, donc j'ai besoin déjà que ma réclamation soit accueillie positivement et qu'on ne me donne pas l'impression que je suis un empêcheur de tourner en rond. Ouais. Alors là, on va être sur du ressenti, déjà, en fait, Parfait. qu'on règle le problème. Pose une alternative. Et là, effectivement, en termes d'émotion, j'ai besoin qu'on accueille ma réclamation. Ça veut dire derrière qu'on prenne en charge alors, accueil. Ce que le client reçoit. Alors, ce que le client ressent, donc sur le besoin de l'accueil, parce qu'en fait, là, accueillir la réclamation, c'est ce qu'on va faire ensuite. En fait, là, on est déjà dans l'action de ce que la personne en contact client va faire. Hein, ici, on va accueillir la réclamation. Et donc là, sur le ressenti en termes de client, souvenez-vous, on avait nos 4 émotions de base. Alors, il y a des Besoin. si on reste, quand je fais une réclamation, je vais être dans quelle émotion? Là, j'ai ici quelque part soit la peur, soit la colère. Ouais, soit la peur. Donc, la peur de quoi? La peur, par exemple, de ne plus retrouver ma carte si elle a été avalée par par le guichet automatique. D'accord, ouais, tout à fait. Je ne plus retrouver ma carte, ok. La colère. La colère ou le mécontentement. Ouais, donc pourquoi je pourrais être en colère? Je suis en colère parce on m'a débité des frais de tenue de compte plus élevés que ce à quoi je m'attendais, par exemple. Voilà, par exemple. Okay, très bien, parfait. Voilà, et donc ensuite, une fois qu'on est dans nos chaussures de client et qu'on dit, ben voilà, moi j'ai besoin d'une réponse, qu'on règle le problème, que l'on me propose une alternative, et que ben voilà, moi ma peur, c'est par exemple pour le cas précis, c'est de ne plus retrouver ma carte. Je suis en colère comme on m'a débité des frais, etc. Donc ça, c'est mon ressenti. Et donc en fait, après, on se remet côté entreprise, on se remet dans les chaussures de notre personne en contact et on se dit, OK, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne en contact? Donc, elle va accueillir la réclamation, d'accord? Et pour ça, on va continuer à dérouler en disant, bon, OK, accueillir la réclamation, qu'est-ce que la personne va dire? D'accord? Et donc, la personne, elle va simplement s'exprimer. D'accord? Donc là, on va commencer à préparer ce qu'on appelle le savoir-dire, c'est-à-dire des phrases qui seront des aides,
hein, qui ne sont pas des phrases que tout le monde doit dire, parce que sinon, après, on devient des robots, mais plutôt des aides pour la personne en contact sur qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je dis. Hein. Donc là, on est sur du savoir-faire et là, on est sur du savoir-dire. Donc là, c'est accueillir les réclamations, prendre note du problème, proposer une alternative, par exemple. Fait. Il y a Sylvie qui nous dit faire preuve d'attention Faire preuve d'attention. Dans la prise en compte du ressenti du client. Exactement. Et rassurer. Myriam qui nous parle de rassurer le client. Voilà. Très important, effectivement. Bravo Myriam et bravo Sylvie, parce que vous êtes bien dans l'émotionnel. Très important de ne pas rater ça. Voilà. Donc, tout à l'heure, Thomas, tu parlais de certaines réponses à pouvoir donner pendant ces différentes situations. Exactement. Est-ce qu'en ce moment-là, ce serait de définir un certain type de réponse qui serait donc partagé avec les différents collaborateurs et qui pourrait utiliser, bien entendu, en les adaptant à la situation bien précise? En fait, y a, dans les collaborateurs, il y en a qui vont être plus ou moins à l'aise pour gérer ce genre de problématique. Et puis, il y en a qui arrivent très bien à régler un problème, un client en colère à l'accueil. Il y a des collaborateurs, ils n'ont aucun problème pour régler ça. Et puis, il y a des collaborateurs, c'est plus compliqué. Et donc, l'idée, c'est qu'on a comme ça des amorces de phrases, des propositions de phrases qui peuvent être utilisées ou qui peuvent être adaptées. Et puis, ce sont des guides. En aucun cas, c'est une Bible qu'il faut suivre parce que ça va déshumaniser la relation, mais c'est plutôt des guides. Donc, pareil, par exemple, quand on dit accueillir la réclamation, ça pourrait être une phrase qui dit je comprends que vous soyez en colère pour ces frais. Pour ces frais que vous estimiez, voilà, suite à ces frais plus élevés que ce que vous imaginiez. D'accord? Bon. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va nommer ce qu'on comprend en fait. Donc, et ça permet aussi de prendre en compte le besoin émotionnel. Ok, je comprends que vous soyez en colère. D'accord? Par exemple, si je prends le point de rassurer, eh bien, je pourrais dire rassurez-vous, je vais trouver je vais trouver une solution. Oui, et il y a quelqu'un ici qui parle de l'empathie. Ouais, tout à fait. Qui est très important justement pour permettre aux clients de se sentir à l'aise et rassurés. Donc, vous voyez, là, en fait, le but du jeu, ce serait de trouver pour chaque chose que fait la personne, ce serait de trouver une phrase qui permette d'accompagner le collaborateur dans l'action. Voilà. Ensuite, on va lister des supports physiques. Donc, des supports physiques, ça peut être le cahier des plaintes, des réclamations. Ça peut être un support digital. Ça peut être le bureau où on va recevoir le client. D'accord. Ça peut être le café qu'on va lui offrir. Alors ça, ce sera la surprise ou le rituel. Donc là, on est sur du support physique utilisé. Et puis après, on va aller travailler sur quel rituel et quelle surprise. Voilà. Et donc, dans quel rituel, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme rituel pour une réclamation? Alors, un rituel pour la réclamation, ce serait par exemple d'installer le client dans un bureau et de lui offrir une boisson.
Une boisson fraîche, un café, un thé, de l'eau fraîche. Enfin, voilà, ça pourrait être un rituel. C'est que dès que vous avez une réclamation à l'accueil, eh bien, le client, vous l'installez dans un endroit spécifique, cosy, voilà, pour lui montrer que vous êtes là, que vous accueillez sa réclamation, que vous allez prendre note du problème, etc. Une surprise qu'on pourrait lui faire, c'est de le remercier, de vous faire part du problème. Ça marche pour tout type de réclamation. Quand vous êtes avec un client et que le client vous dit « Écoutez, je ne suis vraiment pas content pour telle ou telle raison », si vous démarrez en lui disant « Écoutez, merci, merci de votre retour, parce que pour nous, c'est important que votre satisfaction est importante. » Voilà, le fait de remercier quand on pose un problème, c'est quelque chose qui va être surprenant et qui va marquer et qui va, si vous réglez le problème, faire partie de l'enchantement du moment. Un autre rituel que vous pourriez faire sur la réclamation, c'est prendre des nouvelles du client une fois que le problème est réglé. D'accord? Surtout si c'est pas vous qui réglez le problème, mais que c'est quelqu'un d'autre, ça peut être intéressant de prendre des nouvelles du client en disant bon, voilà, je vous rappelle, je voulais juste savoir si le problème avait bien été réglé. Voilà. Et ça va être aussi un rituel qui serait intéressant à mettre en place. Quand on parle de rituel ou de signature de service, il faut que vous compreniez que ce sont des choses qui sont systématiquement faites. Hein, c'est pas on le fait une fois de temps en temps, c'est systématique, c'est un rituel. D'accord? Comme quand vous recevez quelqu'un chez vous, vous allez l'accueillir à la porte et vous lui demandez s'il veut boire quelque chose et vous prenez ses affaires. Ça, vous le faites pour tous les gens qui viennent chez vous. C'est exactement la même chose, c'est un rituel d'accueil. C'est exactement la même chose ici. Voilà, il est 7h30. Alors, pardon, il n'est pas 7h30, il est 17h. 5h30 ici. Voilà, 5h30 à Abidjan. Je pense qu'on a un peu débordé par rapport au temps prévu, mais voilà, ça me semble un exercice assez intéressant à faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, très important. Et là, ça permet en réalité de mettre en lumière le fait que avoir une réclamation de la part d'un client, par exemple, ne devrait pas être considéré comme un problème ou une difficulté majeure pour une entreprise, mais plutôt comme une occasion de surprendre le client et de le fidéliser. C'est vraiment le moment quand le client a une réclamation, qu'il est mécontent, qu'il est vraiment en proie à des émotions assez fortes. La manière d'accueillir cette réclamation, de la gérer, de rassurer le client et de réparer en tout cas le préjudice subi, c'est vraiment une occasion en or pour fidéliser ce client en réalité. Complètement. Alors là, on l'a fait sur le parcours client, mais on peut le faire exactement sur le parcours collaborateur. On le fera de la même façon. Hein. Quand on travaillera, on fait les interactions du parcours collaborateur et puis on va travailler sur ses besoins opérationnels, son ressenti et ce que le manager, pour le coup là, ça va être le manager qui va être en première ligne avec le collaborateur. Donc, ce que le manager fait, ce que le manager dit, quel support physique il peut utiliser, quel rituel il peut faire et quelle surprise il peut faire. Voilà, je vous propose peut-être qu'on passe sur un temps de questions-réponses. Je vais arrêter, moi, de partager. Et puis, si vous voulez, moi, j'ai encore un peu de temps. Hein, je suis en déplacement en plus, donc je n'ai pas de contrainte autre que d'aller me restaurer après cet instant. Donc, si vous voulez je ne sais pas si vous avez des questions, moi, je suis encore là. Après, je ne veux pas vous imposer de rester en ligne. Hein. Surtout que ça va être le début de la soirée pour vous. D'accord. Donc, j'ai une question là sur Internet et quelqu'un qui veut bien comprendre en réalité pourquoi est-ce qu'on lie le parcours client au parcours collaborateur. Est-ce qu'il est possible de travailler sur l'un sans travailler sur l'autre? Alors oui, c'est possible de travailler sur l'un sans travailler sur l'autre. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de clients qui ne travaillent uniquement que sur le parcours client parce que ils estiment que le temps consacré sur le parcours client va être assez important. Et c'est vrai que ça demande du temps. Hein. Travailler sur le parcours client,
Ça peut vous prendre une année facile hein, si vraiment vous travaillez dessus. Parce qu'évidemment, quand par exemple vous êtes dans une banque et que vous faites travailler vos collaborateurs sur le parcours des clients de la banque, ben, vos collaborateurs, bon, accessoirement, ils travaillent aussi avec Sur les leur clients. parcours. Hein, enfin, je veux dire, ils travaillent. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils travaillent, ils sont en poste. Et pas la banque, non, bah, tiens, aujourd'hui, on va travailler sur le parcours client. Et puis, bah, si on a des clients, ils viendront demain parce que la banque est fermée, on travaille sur le sujet. Donc, généralement, ça se fait en atelier. Donc, il y a 1 ou 2 ou 3 personnes qui se rencontrent, qui commencent à travailler sur le sujet. Et puis, on remet ça sur la semaine d'après avec d'autres personnes. Et donc, ça prend du temps. Et quand on commence à travailler sur le parcours client avec les collaborateurs et qu'on revient vers eux en disant, bon, ben voilà, on va faire des rituels de service, chers messieurs, dames. Et donc maintenant, nous, ce qu'on va vous demander, c'est, par exemple, quand on fera une réclamation, ce qu'on souhaite, c'est que vous rappeliez le client à chaque fois quand vous faites une réclamation. Bon. Donc, ce qui peut se passer, ce qui se passe assez souvent quand on met en place un parcours client sans travailler le parcours collaborateur, c'est que très souvent, les collaborateurs, ils nous disent, ah ouais, c'est super, mais et nous alors? Parce que franchement, il y a des choses qui ne vont pas. Nous, notre manager, il ne nous fait jamais de feedback. Il y a ceci. Puis le patron, quand il rentre, ce serait bien lui aussi qu'il nous accueille ou qu'il nous dise bonjour quand il rentre. Parce que nous, on nous demande de dire bonjour au client, mais le patron, il ne nous dit jamais bonjour, etc., etc. Donc, en travaillant le parcours collaborateur, ça permet aussi d'installer cet équilibre entre la façon dont je vais traiter mon client et dont je vais demander à mes collaborateurs de traiter le client et aussi la façon dont je vais traiter mes collaborateurs. Et vous allez donner aussi un message fort aux managers en leur disant, de la même façon, on va traiter le parcours client, on va traiter le parcours collaborateur. Donc, vous pouvez aussi, si vous voulez, hein, travailler uniquement sur le parcours collaborateur. Vous pouvez démarrer par le parcours collaborateur en disant, ben, moi, ma priorité, c'est de fidéliser mes équipes. Et donc, je vais travailler sur le parcours collaborateur pour les fidéliser. Mais sachant que, comme tu l'as dit, l'idéal, effectivement, serait de travailler à la fois sur le parcours client et le parcours collaborateur pour s'assurer justement que ce soit optimisé. Et à Sylvie qui nous dit que le collaborateur est aussi un client de l'entreprise. Tout à fait, il faut le fidéliser, c'est un client interne. Exactement, exactement. À la différence que le collaborateur, il n'a pas vraiment le choix de vous claquer la porte au nez. Alors que le client, aujourd'hui, il a le choix de vous claquer la porte au nez. S'il n'est pas content de la banque, il va aller ailleurs. Le collaborateur dans votre banque, Absolument. alors il aura, s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes à l'extérieur, ben, il pourra vous claquer la porte au nez. Mais s'il est un peu craintif ou qu'il n'ose pas aller chercher du travail ailleurs, il aura un peu plus de mal. Donc, c'est un tout petit peu la différence avec cette histoire de client interne. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand vous travaillez un parcours client, vous mettez en place des rituels de service et en fait, ça devient des repères pour vos collaborateurs. C'est-à-dire que vos collaborateurs, ils connaissent le service qui est attendu de leur part. Ils savent qu'en cas de réclamation, il faut qu'ils fassent tel point et tel point. Donc, ça vous permet aussi, dans le cas où vous ne travaillez que le parcours collaborateur, vous donnez des repères à vos managers pour savoir comment est-ce qu'il faut qu'ils se comportent vis-à-vis des collaborateurs. Mais si le service est très disparate, ça va être compliqué quand même à gérer. Alors que si vous travaillez les deux, vous mettez de l'ordre en fait un peu dans les deux et vous donnez des repères à la fois aux collaborateurs pour servir le client et à la Absolument. fois aux managers pour s'occuper des collaborateurs. Tout à fait. Et Sylvie qui nous dit que maintenant, elle pense effectivement que c'est essentiel de présenter le parcours client à tous les collaborateurs, y compris lors de la prise de poste d'un nouveau salarié. Exactement, exactement. Et ça va même faire partie du coup d'un moment de vérité ou d'un moment fort ou d'un moment clé du collaborateur. Absolument. Absolument. Là, j'ai une intervention de Pascal, mais qui dit, lui, qui nous remercie pour cette invitation et ce webinaire très riche, qui lui a permis d'avoir une idée sur le parcours client, parcours collaborateur, et que même si les études de cas sont éloignées de son domaine d'activité, il voit des similitudes
qui vont lui permettre d'enrichir son plan d'action et faire une mise en place à son niveau, en fait. Voilà. Super, super Pascal, merci beaucoup pour ce retour. D'accord. Est-ce qu'on a quelques questions sur le net? D'accord. C'est mon truc qui bug un peu. Je vais descendre. D'accord. Voilà, moi je suis passionné par le sujet, alors on pourrait débattre toute la soirée avec grand plaisir. D'accord. Donc, j'ai quelqu'un qui demande est-ce qu'il faut forcément est-ce qu'il est plus intéressant de se faire accompagner pour la mise en place justement d'une stratégie d'expérience client, de l'élaboration du parcours client, etc. Se Ça faire va accompagner par un prestataire dépendre. externe. Alors moi je suis un prestataire externe, donc je pourrais vous dire oui, mais je vais vous dire ça va dépendre de la maturité de vos équipes, de vos managers, de votre maturité à vous, de la connaissance de ça. C'est sûr qu'en faisant appel à un prestataire externe, vous allez aller plus vite parce qu'il y a la méthodologie. Ça va dépendre de votre sensibilité à l'expérience client. Vous voyez, moi, j'ai pris le train aujourd'hui et hier, eh bien, j'ai pris 2 photos parce qu'évidemment, moi, je suis très enclin. Vous voyez, ici, on a ça, c'est la fenêtre dans le TGV. Il y a écrit laissez-vous rêver. Donc voilà, c'est un petit message auprès des clients rêveurs pour leur dire voilà, vous regardez par la fenêtre. Et puis, la veille, j'ai pris cette photo-là. Donc, c'est une photo d'un panneau, d'un tableau noir à la gare de Toulouse où le client, à la craie, peut marquer ses impressions et peut marquer ses mots. Et en fait, il y a un début de phrase qui dit « Demain, je voudrais ». Et puis, les clients complètent. Donc, c'est une surprise qui est en place. C'est assez agréable. En plus, les messages qui sont notés par les clients sont plutôt bien. J'imagine qu'ils effacent tout ça le soir pour que le lendemain, il y ait d'autres passagers, voyageurs qui le mettent en place. Et c'est juste pour vous dire que, évidemment, moi, comme c'est mon sujet de prédilection, je vais être très sensible à toutes les expériences que je vais pouvoir vivre en tant que client. Et je vais prendre des photos, etc. Donc, si vous avez cette sensibilité-là, ça peut aussi fonctionner. Si vous avez la capacité à vous mettre à la place du client et aussi à mettre vos salariés à la place du client, ça peut aussi fonctionner. D'accord. Il y a Myriam qui demande si l'indice de service est systématique. Non, ce n'est pas systématique. C'est de l'ordre peut-être plus du ludique. Il y a des hôtels qui mettent cet indice sous le lit. Et en fait, il y a une petite pancarte qui dit « Oui, ici aussi, nous avons passé l'aspirateur ». Voilà. Il y a des gens, ils ne regardent jamais sous le lit. Et puis, il y en a qui vont faire tomber leur stylo et qui vont se pencher pour ramasser le stylo et ils vont voir ça. Voilà, donc c'est vraiment au choix. L'indice, souvent, c'est un détail. Alors, c'est pour montrer le service qui a été réalisé. C'est aussi une façon de remercier les collaborateurs pour le travail qui a été fait et de les valoriser. Absolument. D'accord. Merci beaucoup, Thomas. Merci à tous les participants qui sont restés jusqu'à la fin de ce webinaire. Nous espérons en tout cas que vous avez apprécié, que vous avez énormément appris et que ça vous permettra de pouvoir déjà mettre en place à votre niveau une stratégie d'expérience client basée donc sur l'élaboration d'un parcours client, d'un parcours collaborateur, de sorte à ce que vous arriviez en tout cas à satisfaire vos clients et à vous différencier de vos concurrents, à grandir, parce que c'est ça finalement l'objectif, et ensuite à permettre en tout cas, notre objectif c'est vraiment d'avoir dans notre zone géographique en Côte d'Ivoire et dans les autres pays de l'Afrique
de l'Ouest francophone, avoir un niveau de qualité de service qui soit véritablement élevé et que le client passe d'un niveau de contentement basique à un niveau de satisfaction et pourquoi pas d'enchantement, et que ça permet donc une saine concurrence avec des entreprises qui se démènent les unes les autres pour avoir la meilleure offre en termes de produits, services et donc d'accompagnement possible, et voilà, pour avoir un écosystème qui soit le plus positif possible, le plus constructif possible. Donc, merci infiniment Thomas pour ta disponibilité. Merci pour ce brillant partage. Et puis, on se dit à bientôt. Donc, tous nos participants seront contactés, en tout cas seront informés des prochains webinaires. Et puis, on espère en tout cas vous avoir encore très nombreux. Merci à tous et très bonne journée. Oui, Thomas. Je disais avec plaisir et puis peut-être à bientôt en réel à Babi, avec grand plaisir pour voir Absolument, absolument. Pour voir la Manhattan de la Côte d'Ivoire. Ce sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera en tout cas. Et ça sera pour bientôt, je pense. Merci, Jeanne. À bientôt à tout le monde. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir tout le monde.